de manière étonnante que chaque fois qu'un musicien, un chanteur meurt, l'opinion politique se mobilise, on organise des manifestations de toutes sortes. Mais par contre, quand un penseur, un philosophe, un professeur, un intellectuel meurt, cela se passe sous silence, dans l'anonymat, et il est vite oublié. Raison pour laquelle la RTNC organise cet entretien qui est en fait un dialogue entre intellectuels sur la disparition du professeur Kankwenda Mbaya, une sommité du monde scientifique. Il est décédé le 9 décembre 2020 à Kinshasa. Pour en parler justement, nous avons le professeur Kimbanda de l'Université de Kinshasa. Il est président AI du conseil d'administration de l'ICREDES. L'ICREDES, c'est l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques. Il y a également sur ce plateau le professeur Kabeya Chikuvu de l'Université de Kinshasa. Il est responsable du département d'animation scientifique et intellectuelle. Il a été l'un des proches de Kankwenda Mbaya. Et enfin, Freddy Mulumba, politologue, journaliste et écrivain, directeur général adjoint de la RTNC, c'est lui qui va animer ce dialogue, cette discussion. Freddy Mulumba, vous avez le micro. Ok, merci beaucoup Adam de faire cette présentation. Je pense que c'est la première fois qu'on aurait ce débat, non pas un débat, mais une discussion entre intellectuels, de voir que quand même il y a un homme important qui est décédé, qui a marqué l'histoire du Congo et de l'Afrique. D'abord, avant de parler de l'homme, je préfère d'abord présenter ses ouvrages en tant qu'individu, en tant que personne. Et quand on va parler aussi de ses œuvres, donc ce qu'il a laissé comme institut de recherche, ICREDES, j'ai présenté aussi d'autres publications qu'il avait dirigées. Donc, monsieur le professeur Kankwenda Mbaya, c'est un homme un peu bizarre. Il était c'est pas l'UNICEF, c'est au PNUD. Mais c'était curieux, il avait publié un ouvrage, alors qu'il était dedans, au PNUD, intitulé Marabout ou marchand du développement en Afrique, publié chez l'Harmattan. Ce livre, c'est en 2000. Le professeur Kankwenda Mbaya, il aimait beaucoup son pays. Il a publié le deuxième livre, Les Zaïres, vers quelle destinée? Donc c'est Codestria. En quelle année? C'est sous sa direction d'ailleurs. Je regarde un peu l'année. En 1992. Un autre livre qu'il a eu sous sa direction, publié chez Édition du Boiris, Dynamique des conflits et crise de développement en Afrique centrale. Ça, c'est en 2004. Kankwenda Mbaya a publié encore un ouvrage collectif avec Luc Joël Grégoire, Hugues Legros et Urana Oudrago. Poverty Eradication, Where Stands Africa? C'est en anglais. Vous comprenez, nous parlons français. On a un peu de difficulté pour l'anglais. C'est en quelle année? C'est publié chez Economica, à Genève. Excusez-moi, je regarde un peu l'année. En 2000. Mais il y a aussi un autre livre, le prof Kankwenda Mbaya a publié L'économie politique de la prédation au Congo, Kinshasa. Des origines à nos jours, 1885-2003. Édition ICREDES, Montréal, 2005. Donc, ça, on voit le prof Kankwenda, sa pensée, qu'est-ce qu'il est, c'est comme ça qu'on a fait appel à son compagnon, le professeur Kabeya Chikuvu. Ils ont grandi presque au village, ils connaissent la famille. Prof, dites-nous qui est Kankwenda Mbaya. Kankwenda Mbaya, c'est un brillant intellectuel congolais, un homme dont le Congo, notre patrie, devait être fier, parce que partout où il est passé, il a été reconnu comme une intelligence emblématique dont l'identité se confondait avec la République démocratique du Congo. Kankwenda Mbaya
est né en 1945, il est mort le 9 décembre de l'année qui vient de s'achever. Et donc c'est quelqu'un qui est né au Congo, qui a étudié au Congo, qui a presté au Congo, et après il est allé dans les organisations internationales où il a brillé de mille feux, où il a été le meilleur visage que le Congo ait jamais eu dans le concert des nations, notamment dans le système des Nations Unies. C'est assez regrettable de le dire après sa mort, mais c'est ainsi notre pays, c'est ainsi notre culture. Il n'était pas musicien, il était un brillant intellectuel et il le demeurera pour longtemps. Il nous a le mieux représenté et il est aujourd'hui un des visages attachants qui représente la République démocratique du Congo dans tous les forats et dans toutes les rencontres d'intellectuels africains. Et professeur, en discutant avec vous la fois dernière, vous avez parlé qu'il était très brillant dès son bas âge. Il rencontrait, il a grandi au village comme vous. Il rencontrait il aimait beaucoup son père, il était à côté de tous les vieux. Ce qui peut expliquer qu'il a non seulement une dimension africaine, mais aussi une dimension, je dirais, un peu moderne, occidentale. Donc, il combine les deux cultures. Oui, je ne le dirais pas de cette manière-là, dans cette dichotomie-là, on est occidental, on est africain. Non. Kankwenda était d'abord un garçon extrêmement intelligent, un esprit libre et intelligent. Il a toujours été remarquable auprès de ses instituteurs, auprès de l'école primaire de village, partout chez des vieux, il était d'une intelligence étincelante. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il aimait son père profondément. Et il aimait les vieux profondément. Il était à côté d'eux et les vieux ont fini par ne plus se sentir à l'aise quand Kankwenda n'était pas avec eux. Donc c'est quelqu'un qui s'est imposé tout jeune, 12 ans, 13 ans, même 10 ans. Et tant et si bien qu'avant qu'il ne se marie même, l'entourage l'appelait déjà Chamboui. Ça veut dire le père de Mapassa. Ça veut dire en d'autres termes quelqu'un qui a une sagesse et une intelligence éblouissante qui ne mettait pas les gens mal à l'aise. Il était un esprit écuménique dès la jeune enfance. Je voudrais ici attester que l'école primaire, lui, ne l'a jamais terminée. Les 7 premières années de l'école primaire, il ne les a pas faites toutes. Arrivé en 6e primaire, on a dit non. Toi, tu ne fais pas la 7e, tu sautes, tu entres à l'école secondaire en première année immédiatement. Brillant. C'est tout ce qu'on peut dire. Brillant. Ce sont des mages exceptionnels qui naissent dans un peuple. Et il a déployé ses ailes de mage jusque dans les hautes sphères du monde onusien. Et il nous a le mieux représenté et il est à ce jour un des symboles les plus parlants de notre époque. Oui, il y a une photo qui circule, que j'ai vue moi-même, où vous êtes à 3, le professeur Kankwenda, ou le professeur Kabeya Chukwu, et le professeur Ilon Ilukamba, l'actuel Premier ministre. Comment vous êtes retrouvés ensemble? Là, c'était à la fin de nos études universitaires que nous avons passées ensemble à l'université Lovagnon. Nous avons été recrutés par Samir Amin, qui était un esprit brillant, né de père égyptien et de mère française, tous médecins, un esprit brillant qui a quitté la France et qui est allé à la révolution de 1952 contre le roi Farouk en Égypte, lorsque Gamal Abdel Nasser a pris le pouvoir, qui est allé en Égypte
pour accompagner la révolution égyptienne. Et depuis lors, il est resté africain parmi les Africains. Il est mort africain, un brillant économiste, un brillant sociologue, un brillant anthropologue et un brillant philosophe africain. Oui, prof, expliquez-moi aussi. Lui, il faisait partie, il était responsable de PNUD, je pense, au Niger, bien au Nigeria. C'était au Niger. Non, avant, lorsque nous étions Ilunga Ilunkamba, Kabeya Chikuku et Kankwenda Mbaya ensemble à Dakar, nous étions des chercheurs juniors à l'école de Samir Amin. C'était en 1973, 1974. Et après, quand nous sommes rentrés, nous avons tous les trois, défendu notre thèse à l'université de Kinshasa au premier trimestre de 1980. Le tout premier qui avait défendu sa thèse, c'était Kankwenda Mbaye. Le deuxième, ça a été Ilunga Ilunkamba. Et le troisième, ça a été Kabeya Chikuku, moi-même. Et donc, nous avons, je dois le dire, marqué la pensée des intellectuels congolais et des hommes de sciences congolais revenant de Dakar, où nous étions à l'école de Samir Amin, où au-delà de l'école de Samir Amin, nous avons été à l'école de tous les révolutionnaires africains, sud-américains et asiatiques de notre monde contemporain. Mais comment quelqu'un qui était révolutionnaire, comment il s'est retrouvé au PNUD jusqu'à publier un ouvrage, Marabout ou marchand du développement en Afrique, donc préfacé par Samir Amin? Comment cette contradiction, quelqu'un se dit révolutionnaire, entre-temps il sert encore des intérêts impérialistes? Les institutions prennent les habits des individus qui les animent lorsque ces individus sont des grands esprits. Kankwenda était un grand esprit. Il est allé au PNUD, il a marqué le PNUD. Moi, j'ai rejoint Kankwenda au PNUD en octobre 1994. Je suis resté avec lui plutôt, et en ce moment-là, dans sa compagnie, il y avait Madame Sirleaf, qui est devenue présidente de la République du Libéria. Et à trois, nous avons travaillé ensemble. J'ai vu comment Madame Sirleaf, qui était directeur à la tête de ce que faisait Kankwenda, j'ai vu quelle admiration et quelle estime elle avait pour Kankwenda. Kankwenda, c'est un grand esprit. Il s'est toujours comporté comme cela, même aux Nations Unies. Kankwenda, à un certain moment, il a contesté les statistiques des États-Unis. Il a mis tous les représentants du PNUD carreau en disant que la manière, par exemple, dont il rendait compte du développement dans le monde ne concernait pas l'Afrique. Et tout le monde s'est tu. On lui a dit, bon, maintenant, un projet. Il faut monter un projet où il faut démontrer A par A plus B que l'Afrique est mal représentée dans les statistiques des Nations Unies. Kankwenda nous a fait appel. Il a fait appel à Kabeya Chikuku, moi-même. Il en a parlé à Ilunga Ilunkamba, qui ne pouvait pas se libérer en ce moment-là. Et nous avons fait une étude au Nigeria, au PNUD du Nigeria, où nous avons démontré A plus B que c'était effectivement la manière de compiler les statistiques ne concernait pas l'Afrique du tout. C'est comme ça qu'on l'a appelé Chilobo. Ah, tout à fait. Ok, prof, maintenant on passe. Quels sont vos rapports avec? Comment vous l'avez connu? Kankwenda, c'est un grand chercheur d'abord. Comme chercheur, quand il était encore à l'IRS, c'est l'Institut de recherche scientifique. À la suite de l'ONRD, quand le président Mobutu a réformé l'ONRD, il a rassemblé dans une institution unique tout ce qu'on a laissé comme centre de recherche dans le pays, sous la responsabilité de Kankwenda. C'est à ce moment-là que je vais faire sa connaissance. Il faut avouer aussi qu'il y a une part du hasard. On a habité dans la même rue à Lemba avec Kankwenda.
Et quand Kankwenda a su que j'étais aussi un jeune chercheur à l'UNASA, il m'a admis dans sa bibliothèque. Et c'est un homme extrêmement généreux. Mais avant même d'aller plus loin, dans les contacts avec le professeur Kankwenda, il faut dire, ajouter d'abord un élément à ce que le professeur Chikoko venait de dire, comme homme exceptionnel. Il faut dire que Kankwenda a été l'unique Congolais qui a été économiste principal au niveau du PNUD, au niveau des sièges là-bas. Et puis un deuxième élément, Kankwenda a été membre de l'Académie africaine des sciences et des technologies. Mais ce n'est pas lui qui a postulé. C'est d'autres chercheurs africains et même européens qui ont postulé, qui ont estimé que ça serait injuste si cet homme ne siégeait pas au sein de l'Académie des sciences et des technologies dont le siège est en Nairobi. Ceci, c'est très important puisque nous avons l'habitude souvent de minimiser nos grands esprits, comme le disait le professeur Chikoko. L'autre élément aussi dans la rencontre avec le professeur Kankwenda, c'est que quand je commence ma recherche doctorale, sous la direction du professeur Obenga, le professeur Obenga me dit ceci: on a échangé autour de ton projet, maintenant va discuter avec les chercheurs, le maximum des chercheurs de chez vous. Le professeur Kankwenda est au courant, il m'invite à venir présenter le projet à l'IRS, devant les chercheurs de l'IRS. Par la suite, je vais présenter le projet aussi au centre d'études et de documentation du professeur Ilunga Kabongo Campus, donc, et à différents centres de recherche. C'est entre autres comme ça qu'on va faire connaissance. Et depuis cette époque-là, il va m'adopter en fait comme parmi les jeunes chercheurs qui évoluent sous son sillage en quelque sorte, quoi. Et prof, parce que moi je voudrais aussi apporter un témoignage peut-être. C'est grâce au prof Kankwenda Mbaya qu'on a publié le livre sur la République démocratique du Congo face au complot de la balkanisation. Qu'est-ce qui s'est passé? On était à l'université, on a fait les débats. Je pense que vous étiez là, vous aussi. Après les débats, je suis parti au Canada, je l'ai rencontré. Mais j'ai amené les DVD. Je lui ai remis, il est parti voir, et puis il est revenu à l'hôtel me voir. En me disant, on devrait écrire un livre. Donc, si aujourd'hui ce livre est sorti, c'est grâce à lui. Et quand on a fait ça, partout quand je voyageais, peut-être quand je venais à Brazzaville, dans le cadre de PNUD, j'ai traversé faire des interviews avec lui quand j'étais au journal de télévision Télé 7. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est un homme, pas un illuminé, mais un homme très lucide, un homme qui voit plus que les autres. Je peux dire un Mukole. Hein? Parce que Kankwenda, il faut le dire, il avait une capacité énorme de travail. Ouais. Non, c'était une machine. Chaque fois quand je venais au bureau le voir, il ne dormait presque pas. Toujours les bureaux et les lits. Même malade, il travaillait toujours. Donc, c'est un homme exceptionnel. Prof, vous êtes président du conseil d'administration de l'IGRADES. Dites-nous un peu à quoi il sert maintenant. Parce que Kankwenda est mort, il était le directeur général, il est décédé. Mais à quoi sert l'IGRADES? L'Institut congolais de recherche en développement, comme son intitulé l'indique, c'est une école de pensée africaine pour essayer d'élaborer des pensées alternatives. Kankwenda, comme vous l'avez dit, et comme le professeur Kabeye l'a dit, n'était pas satisfait de la théorie du développement développée par les pays du Nord. Kankwenda estimait que c'était des mirages qu'on proposait aux Africains jusqu'à la fin de sa vie, même 6 jours avant. Dans la séance de travail qu'on a eue, il parlait de la nécessité d'un colloque sur les économies alternatives, sur les modèles économiques alternatifs. La création de l'Institut congolais de recherche en développement, c'est en fait la concrétisation d'un projet qui lui tenait à cœur toute la vie. Vous avez demandé tout à l'heure comment un homme avec une pensée révolutionnaire s'est retrouvé dans le système des Nations Unies et il est parvenu à continuer à réfléchir sur un homme libre, sur des modèles alternatifs, tout en étant dans les cerveaux du monstre, pour un peu paraphraser Jean Ziegler.
Kankwena continue à écrire avant même l'installation du centre ici. Vous voyez l'œuvre, par exemple, la réflexion consacrée à Ilunga Kabongo. Le CREDES n'est pas encore installé comme tel. Donc, quand il revient ici à sa retraite, il contacte ses anciens amis, le professeur Bongoï Mpekesa Yvon, qui a été aussi un des membres de l'encadrement de sa thèse. C'est lui, en fait, qui a été le premier président du conseil d'administration de l'Institut congolais de recherche en développement et études prospectives. Il a contacté d'autres chercheurs. À cette occasion-là, exactement, il va me demander, moi aussi, de m'associer à son idée. À l'époque, moi, je lui ai fait observer que moi, j'avais un groupe qui était en train de réfléchir sur, qui s'appelait groupe de recherche, groupe de réflexion Ishango. J'ai dit au professeur Kankwena Mbaya, si j'accepte de collaborer avec vous, c'est que je dois laisser tomber ces groupes-là, ces centres de recherche, pour être honnête, puisqu'il sera difficile à mon âge de collaborer. Donc le CREDES va naître comme mise en œuvre, comme opérationnalisation d'une idée que Kankwena Mbaya avait déjà comme jeune chercheur, la nécessité de remettre à l'ouvrage les concepts qui circulent en sciences sociales, la nécessité de réfléchir à l'émergence d'une élite congolaise qui va prendre en charge les problèmes du peuple. Non seulement qui sera content, une élite qui est contente de porter des diplômes ou des grands diplômes étrangers, mais qui est proche des questions du développement de son peuple, des questions de développement, des problèmes de dépendance, les problèmes d'industrialisation. Donc le CREDES va prendre en charge toutes ces questions-là. Et puis, avec comme proposition aussi, encadrer le jeune, avec comme proposition aussi, faire une sorte de l'état de la nation périodiquement, dans différents domaines. Le CREDES avait aussi l'ambition de servir des modules de recyclage des hauts fonctionnaires de l'administration publique. Voilà un peu les orientations. Ok, prof, je profite pour quand même citer les publications de l'ICREDES. La première publication, c'est sous sa direction avec le professeur Mukokabe Senda, la République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Deuxième ouvrage, c'est écrit par Georges Zongalantalaja, Faillite de la gouvernance et la crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa, toujours l'ICREDES. Une étude de PNUD, inégalité politique, socio-économique et édification de la nation-État en République démocratique du Congo. L'autre élément, ça, je pense que ça, c'est le chef-d'œuvre qu'il a publié avant de mourir peut-être, sous sa direction, les degrés zéro de la dynamique politique en République démocratique du Congo, 1960-2016. 2018, on va discuter à la fin. Il a publié encore sous sa direction, toujours du CREDES, les intellectuels congolais face à leurs responsabilités devant la nation, mélange en mémoire du professeur Ilunga Kabongo. Curieusement, un grand homme n'a pas écrit des ouvrages, seulement des grands articles. Il y a encore ce que le CREDES a publié, Éliminer la faim en République démocratique du Congo, un rapport de la revue stratégique sur la faim zéro. Un autre, Justin Kankwena Mbaya, Ole Lananga, Gisal Mapendo, Muko Kansende et Kadiobo, femmes dans le secteur de la restauration à Kinshasa, donc les Maléwa. Oui. Il y a encore publication des CREDES, rapport national sur le développement humain 2014, cohésion nationale pour l'émergence de la République démocratique du Congo en 2014, et puis rapport national sur le développement humain, ça c'est toujours PNUD, croissance inclusive, développement durable et défis de la décentralisation en République démocratique du Congo en 2017. Professeur, on voit qu'il y a beaucoup de publications. On revient les degrés de la dynamique politique. Qu'est-ce qui se passe, professeur, 60 ans, attendons à la fin, 60 ans après? Le Congo est un pays trop riche, qui a tout, mais notre peuple est pauvre. Donc, c'est la toute dernière question, je vous pose à vous, aussi au professeur,
Je commence avec le professeur Kabe Chukoko. Et comment expliquer cette contradiction? C'est connu de tous. Il y a un grand poète français qui a écrit un livre, qui a écrit un poème, et je peux relever juste une phrase ou deux. Il dit « Comment naît un peuple ?» Et il répond lui-même « Mystère ». Comment est né le peuple congolais? Nous le disons dans l'hymne national. Par hasard. Et nous disons dans l'effort pour l'indépendance. Nous n'avons pas encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, retrouvé les fondements d'une nation. Les hommes capables de porter cet étendard d'une nation, de l'identité d'une nation. On n'en a pas encore trouvé. Et le peuple est en train de se chercher. Les générations se cherchent après les générations. Quand Kwenda a terminé sa course, les autres continuent la course. C'est une des raisons pour laquelle il faut que les jeunes comprennent que cette nation a des semences. Et quand Kwenda compte parmi les semences pour bâtir l'esprit, l'identité, la culture et la force d'une nation. On n'y est pas encore, on tâtonne. Et prof, votre avis par rapport au degré zéro? Le degré zéro, d'abord par rapport à la construction d'une nation, par rapport aux grands défis, puisque le bassin du Congo est créé comme État dans un espace où vivent plusieurs peuples qui ont en commun qu'ils partagent la culture des Batois, même si nous avons des prétentions, des mépris vis-à-vis de ces peuples qu'on appelle les Pygmées. Ce bassin du Congo porte une marque importante, la violence depuis l'esclavage. Et nous en portons des traces. Ces violences qui nous ont fait perdre des repères essentiels. Parmi les semences dont parlait Kabe Chukoko, moi je verrais Kimbangu parmi les gens qui ont semé cette semence, puisque encore cet homme n'est pas connu. Il a rappelé que s'il y a une spiritualité à laquelle il faut s'identifier, ce n'est pas celle que les missionnaires qui véhiculaient en même temps la culture coloniale nous ont amenée. Donc, il faut, dans cette foi-là, trouver qu'est-ce qui peut servir de guide. Tout à l'heure, vous disiez que les grands leaders chez nous qui émergent, on les assassine. S'il y a des semences, il trouvera encore une semence chez Lumumba, puisque ce que lui a défini, Lumumba, dans une conférence, je crois, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 9 juillet, il disait que lui allait opter pour l'agriculture comme base du développement du Congo. Et 50 ans après, que nos partenaires extérieurs trouvent qu'une croissance inclusive, une économie ne doit pas se baser non pas sur les mines, mais sur l'agriculture qui concerne, je ne sais pas pour ce Kabeya, je parle sous votre autorité, plus de 65% de nos masses paysannes, je crois. Au-delà. Oui, la véritable croissance. Il y a un ouvrage que vous avez montré là-bas pour comprendre les problèmes qu'on a. La question de la prédation. Léopold II arrive ici, et comme la Belgique n'est pas une puissance, la Belgique elle-même venait de devenir indépendante. Elle venait de se libérer de la tutelle hollandaise quelques années avant. Le roi de Belgique n'a pas la force d'avoir une colonie ni les moyens. Il va user de la ruse. Ruse en disant à l'empereur des Allemands, il faut me soutenir dans l'œuvre, dans les bassins du Congo. Sinon, les Anglais qui vont s'en approprier. Il dit aux Anglais, si vous me laissez seul, ce sont les Allemands et les Français. Il dit aux Français la même chose. Il dit aux Américains, soutenez-moi.
Et puis il emprunte de l'argent, tout ça. Et pour rembourser cet argent-là, il va couper les mains. Les caoutchoucs rouges, vous le savez très bien, ainsi de suite. Quand Kwenda part, entre autres, de ces constats, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et de l'auberge, en 1960, l'élite qui prend le pouvoir, son ambition, ce n'est pas de libérer le peuple congolais, mais avant tout, c'est de remplacer l'homme blanc qui est parti, de remplacer le colon. Et on n'est pas... Toute la démarche des élites congolaises, c'est autour de ça. Quand Kabé a dit qu'il n'y a pas encore d'élite qui s'identifie aux intérêts de notre peuple, les intérêts de se libérer, les intérêts de construire une autre économie, c'est entre autres ça. Et quand Kwenda, son mérite, c'est de s'inscrire dans cette optique-là, de considérer que les grands devoirs des élites, la responsabilité des élites, comme il a dit dans l'ouvrage de Lungaka Bongo, c'est prendre en charge cette charge-là, porter un projet qui va libérer le peuple, un projet qui va permettre de construire un autre Congo. En tout cas, prof, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre discussion, je ne dirais pas notre émission. On va continuer prochainement. Je pense qu'on ne peut pas perdre l'espoir. Il y a Eboussi Boulaga, qui est un penseur camerounais, mais qui a étudié ici. Il a toujours parlé du Congo comme sa deuxième patrie. Il avait dit que les jours où le Congo va ressusciter, l'Afrique va s'éveiller. Donc c'est pour dire à tous les Congolais, à tous les jeunes, aux hommes politiques congolais, et surtout que le président Tshisekedi prend la tête de l'Union africaine, que l'Afrique nous attend. Qu'on profite de cette occasion pour construire un Congo puissant. Il dit un Congo puissant, avec des élites puissantes, avec un leadership collectif, pour que l'Afrique se réveille. L'honneur me soit de vous faire une brève présentation, non pas du livre, mais de l'esprit du livre, qui fait l'objet de la rencontre de ce jour. Lorsqu'on réfléchit sur les guerres en RDC en général, et sur celle de l'Est du pays en particulier, on est obligé de creuser pour en saisir le pourquoi et le comment, avant de penser à une stratégie de réponse adéquate. Le pourquoi de ces guerres se réfère certes aux causes immédiates et lointaines de ces causes, mais il se réfère également aux objectifs, qu'ils soient avoués ou voilés, ou inavoués, des acteurs visibles et de ceux qui sont derrière ceux-ci, afin que nous puissions en comprendre les motivations et les enjeux. Le comment comprend les faits de guerre eux-mêmes, mais il comprend également l'ensemble de l'arsenal des actions qui les accompagnent sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan géostratégique. C'est pour aller au cœur de tous ces faits-là et en comprendre la logique que des chercheurs, des observateurs, des analystes parmi les plus avisés de ce pays se sont mis ensemble pour mener cette réflexion dont ils vous livrent aujourd'hui la quintessence. Quelqu'un disait, il y a quelques siècles, que Catilina est aux portes de Rome, et nous, à l'Assemblée du peuple, on est en train de délibérer. Pour attirer l'attention sur le fait que l'Assemblée du peuple ne veut pas continuer à discuter alors que le danger était à la porte de la ville. Mais là, Catilina n'était qu'aux portes de Rome. Aujourd'hui, Catilina est à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est dire que l'heure est grave. Et c'est pour présenter cet état de choses en ce qui concerne notre pays que l'ICREDES, avec ses partenaires, ont pensé vous offrir cette cérémonie à laquelle vous avez aimablement répondu, du moins à son invitation. Je vais vous présenter l'esprit du livre en 6 points. D'abord, la genèse, brièvement, du livre. Ensuite, remonter aux sources historiques du complot de balkanisation. En 3e point,
présenter les nouvelles donnes de l'équation de balkanisation. En quatrième point, réfléchir avec vous sur les modes de mise en œuvre de ce complot, donc de son exécution. Et en cinquième point, quelque chose qui semble être présent ou absent du projet, du complot, c'est questionner le mandat réel de la présence massive des Nations Unies dans notre pays. Et enfin, mettre sur la table la réalité et non le mythe de ce complot avant de conclure. Je commencerai donc par la genèse du problème. Des guerres incessantes. Un État considéré comme un État fragile, ou pour ceux qui veulent appeler les choses par leur nom, ils disent un État en faillite. Pour des raisons multiples que chacun de nous connaît, et chacun de nous peut en donner les traits caractéristiques. Permettez que je ne m'étende pas là-dessus. Le constat, c'est que le pouvoir en charge d'assurer l'ordre public sur l'ensemble du territoire est fréquemment remplacé dans certaines zones, si pas à certaines heures, par des acteurs non étatiques qui organisent la violence de l'État, qui s'attribuent les prérogatives régaliennes du pouvoir d'État, ou même prennent sur eux la responsabilité de s'occuper des citoyens. Ce qui est un trait globalisant, synthétisant de l'état des lieux. C'est un État fragile ou en faillite. Dans un tel climat de gouvernance, les invasions étrangères, la fabrication des milices, les associations des malfaiteurs, la criminalité organisée, la prolifération des chefs de guerre et des économies de guerre, les rebelles, les pillages des ressources du pays, tout cela devient monnaie courante et s'explique. Le débat sur ces guerres, le silence des pouvoirs sur leurs tenants et leurs aboutissants, l'attitude de certains pays voisins et les positions ambiguës des amis occidentaux ou de certains amis occidentaux à l'égard de ces guerres, tout cela finit par éveiller l'attention du peuple congolais. Vous avez suivi. Nous allons continuer au sein de la RTNC pour éveiller notre peuple. Un jour, que nos enfants, ceux qui viendront après nous, se rendent compte que dans ces pays, il y avait des hommes. Je vous remercie.